Voilà, tout de suite, donc, je n'ai pas besoin de vous présenter les intervenants. Brice Teinturier, qui est le délégué général de l'Ipsos, qui va nous présenter cette étude. Et puis, avec nous, Joël Giraud, qui est le secrétaire d'État à la ruralité, qui va nous accompagner tout cet après-midi. Et Christophe Bouillon, qui reste avec nous, le maire de Barentin, votre collègue et président de l'Association des petites villes de France. Brice, c'est à vous. Bonjour, d'abord permettez-moi de vous dire que je suis très heureux de partager les données que nous avons pu réaliser à l'occasion de ce colloque sur l'avenir des petites villes. Nous avons travaillé, je mets tout de suite si ça va bien marcher, un mot, non, ça ne veut pas. Voilà, c'est parti. Un petit point sur la méthodologie, vous allez voir que c'est quand même important. Oui, je ne sais pas si à la régie, on peut faire quelque chose. On me dit que ça arrive. Ah, c'est que c'est simplement un signal un petit peu lent. Voilà. Donc, nous avons travaillé à partir de 2 échantillons. C'est important, un échantillon national représentatif de l'ensemble de la population française. Mais nous y avons ajouté un autre échantillon, vous le voyez ici, de 800 personnes habitant dans les communes qui ont été sélectionnées pour le programme Petites Villes de demain. Et on a fait en sorte que cet échantillon soit lui-même représentatif de la population de ces communes. Et cette enquête a été réalisée donc à la fin août et nous permet d'avoir un panorama assez complet, je vais vous en présenter la substantifique moelle, mais assez complet du regard porté par les Français sur les petites villes. Alors, premier indicateur tout d'abord, comment est-ce que nos concitoyens perçoivent ces petites villes? Là, on a posé la question, pour ne pas biaiser évidemment les choses, à ceux qui ne vivent pas dans les petites villes. C'est-à-dire dans l'échantillon représentatif de la population française, on a enlevé ceux qui vivent eux-mêmes dans ces petites villes. Et aux autres, on leur a demandé donc comment est-ce qu'ils pensaient qu'on vivait, quel regard ils portaient sur ces petites villes. Et vous le voyez, c'est un regard qui est quand même extrêmement positif. 89% de la population porte un regard positif. Et un point dont je vous dis tout de suite qu'il est vraiment important, en tous les cas à mes yeux, c'est que les 18-34 ans, ça pourrait être contre-intuitif, mais sont encore plus nombreux que la moyenne générale à porter un regard très positif, 29% contre 18%, sur ces petites villes. Et on verra également sur de nombreux indicateurs, je le dis au démarrage, comme ça je n'aurai pas à y revenir, que vous avez également des cadres supérieurs qui sont encore plus positifs à l'égard des petites villes. Là aussi, peut-être que ça va à l'encontre d'un certain nombre de stéréotypes ou de schémas qu'on peut avoir à l'esprit. Alors, comment ce regard a-t-il évolué? Quand on demande aux gens directement s'ils considèrent que si leur regard sur les petites villes s'est amélioré, n'a pas vraiment changé, ou s'il s'est dégradé, bon, la majorité relative, 43% nous dit que ça n'a pas changé, mais vous voyez que 32% nous disent que leur regard s'est plutôt amélioré, 25% qu'il s'est détérioré. Donc dans notre jargon, un différentiel qui est positif. Donc non seulement le regard globalement est positif, on l'a vu, mais l'évolution, la tendance va également dans ce sens. Troisième indicateur important, je crois, quels sont les atouts aux yeux de la population de ces petites villes? Vous voyez, d'abord, on a une hiérarchie, ce qui n'est pas toujours le cas, mais une hiérarchie qui est extrêmement claire des atouts parmi tout ce qu'on avait proposé. Et je ne le vois pas très bien, mais le premier qui est massif, c'est la proximité de la nature et les paysages. Ce n'est pas rien. Aujourd'hui, vraiment, nos concitoyens aspirent justement à ce type d'éléments dans leur vie quotidienne. Donc là, c'est cité très en tête, 62% de citations. Arrivent ensuite, loin derrière, mais en deuxième position, la qualité des relations sociales entre les habitants. Là aussi, je crois que c'est un point important. Vous savez qu'on est dans un pays fragmenté, divisé, méfiant, et qu'il y a une aspiration justement à retrouver une cohésion. Eh bien, l'idée, le regard porté, c'est que ça se fait davantage dans les petites villes que dans les grandes métropoles. Troisième atout de ces petites villes, c'est le niveau de sécurité. Et la question de la délinquance et de la sécurité, sans être en numéro 1, c'était en numéro 1 des préoccupations il y a 6-7 mois, mais reste à un niveau important. Donc c'est un vrai atout que les petites villes ont, d'offrir cette idée que les niveaux de sécurité sont bien plus importants dans les petites villes que dans les grandes métropoles. Et puis ensuite, on a la vie associative, les espaces publics, une série d'autres atouts, mais qui sont cités un petit peu moins fortement. Donc 3 ou 4 grands atouts qui structurent la perception des petites villes, et vous allez le voir, l'envie potentiellement d'y aller. Alors, on a également demandé à ceux qui ne vivent pas dans les petites villes quels étaient les atouts de leur ville ou de la ville-centre qu'ils fréquentaient le plus.
Et vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes atouts. Donc très clairement, il y a là une sorte de cartographie et de complémentarité. Bon, les atouts des petites villes, les 3 premiers atouts, je viens de vous les montrer, de les citer. Donc c'est la proximité de la nature en numéro 1, en numéro 2, la qualité des relations entre les habitants, et en numéro 3, donc on l'a vu, le niveau de sécurité. Chez ceux qui habitent ailleurs, ce n'est pas ça. C'est la proximité de la nature quand même qui arriverait en numéro 1, mais à un niveau moindre. Et puis tout de suite après, c'est quand même tout ce qui peut faire l'intérêt de vivre dans une ville importante, l'offre de commerce, les conditions de mobilité, les services de santé, j'y reviendrai dans un instant parce que c'est important, et puis les activités de loisirs culturels et sportives. Donc 2 visions des atouts respectifs des petites villes et des autres villes qui évidemment ne sont pas les mêmes. Quand on demande maintenant à la population d'imaginer l'avenir des petites villes, on n'est absolument pas dans un scénario qui serait une vision noire ou catastrophiste. Et je me souviens d'enquêtes qualitatives que je pouvais faire il y a 15 ou 20 ans, où il me semble que la vision n'était pas la même, justement. L'idée qui prévalait souvent, pas toujours, mais souvent à l'époque, c'était que les petites villes pouvaient être vouées à un déclin lent, mais quasiment certain, avec une population qui allait se vider, etc. Et bien là, regardez, quand on pose la question aux Français, donc à ceux qui habitent dans les programmes des petites villes, mais il n'y a pas tant de différence que ça, ou à l'ensemble des Français, et entre les deux, donc les différences sont relativement ténues. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les choses, on les voit plutôt positivement si ces petites villes, notamment, sont connectées au réseau autoroutier. Donc on voit bien les conditions à ce moment-là. La vision, elle est positive à 70% ou à 67%. Si elle est proche du littoral, là aussi, on se projette sur l'avenir de ces petites villes de manière extrêmement positive, en se disant qu'elles ont des atouts, une carte à jouer. Donc en gros, à chaque fois qu'il y a une carte touristique ou une bonne connexion, eh bien, ça se joue favorablement. Connecté du coup également au réseau ferré, c'est un point important à un niveau équivalent dans les 2 populations interrogées. Même les petites villes situées dans les zones rurales, vous voyez que la vision, elle reste positive pour quasiment les 2 tiers de la population, parce qu'on l'a vu notamment, les atouts qui sont prêtés à ces petites villes mettent l'accent sur la qualité de vie qu'il peut y avoir et sur le rapport aussi au paysage. Proche des zones de montagne, c'est un petit peu moins fort, mais on est à 62 et à 64%. Et puis, situé dans la périphérie des grandes villes, là, il y a quand même un écart entre la dernière ligne du tableau et les 2 premières lignes, mais vous voyez qu'on reste aussi à des niveaux majoritaires. Cela conforte le tout premier indicateur qu'on a vu, le 81%, qui témoigne donc d'une projection, d'une vision qui est vraiment positive sur ces petites villes et leur avenir. Alors maintenant, est-ce qu'elles sont attractives et jusqu'où ? Est-ce que soi-même, on pourrait à l'avenir envisager de s'installer dans une petite ville? Vous voyez que là, on a des niveaux qui sont quand même assez parlants, parce que 23% qui nous disent c'est probable, puis si on y ajoute les 43%, mais là, dans ces 43%, c'est envisageable, ça reste quand même quelque chose d'assez flou. On obtient les 2 tiers de la population, mais c'est le 23%, moi, que je trouve assez intéressant. C'est les 2 tiers, dont 23% qui ont une intensité de réponse plus forte, et ça témoigne véritablement d'un attrait. Et puis, ce que je vous avais déjà donc pointé, les 18-34 ans, en réalité, sont encore plus attirés que la moyenne de la population, ainsi que les cadres et les professions intermédiaires. C'est important parce que ce sont les segments, notamment les jeunes, dynamiques de la population. Donc c'est quelque chose là qui plaide en faveur d'une revitalisation à venir de ces territoires. Alors, auprès de ces personnes, quelles seraient les principales raisons qui nourriraient leur envie d'aller s'installer? On retrouve les atouts, la hiérarchie est la même, les différences d'intensité peuvent exister, mais on retrouve les mêmes atouts. La tranquillité, la proximité à la nature, donc c'est vraiment quelque chose, je le redis, parce qu'on a eu de cesse de mesurer dans nos enquêtes la hausse de ces dimensions, c'est quelque chose de très important. Également la question du logement, et quand on est justement dans une grande métropole, l'idée d'avoir un logement plus adapté, plus grand, avec un espace extérieur, ce n'est pas un petit atout, c'est un énorme atout pour ces petites villes, qui a été encore plus souligné et ressenti avec l'expérience de la pandémie et du confinement, évidemment, et puis à nouveau davantage de proximité ou des éléments de ce type. Alors, est-ce que dans ce type de territoire, il y a quand même une question qui est extrêmement importante. Ah non, pardon, là on est encore sur un autre atout. Est-ce que ces territoires sont plus adaptés à un mode de vie éco-responsable? Puisqu'on disait que justement les problématiques environnementales ne cessent de prendre de l'importance.
Vous voyez que la population est partagée, mais qu'on a 48%, un peu plus de monde qui nous disent qu'il est plus adapté d'avoir un mode de vie éco-responsable dans des territoires ruraux que dans une grande ville. En réalité, cela renvoie vraiment beaucoup à l'usage des moyens de transport, mais en tous les cas, ça montre que là aussi, non seulement il n'y a pas un obstacle, mais qu'il peut y avoir un facteur supplémentaire, on va dire, d'attractivité en faveur de ces petites villes. Et puis à l'inverse, et c'est tout aussi important que les atouts, il faut regarder ce qui peut bloquer, évidemment, ceux qui ne pourraient pas ou nous disent qu'ils ne voudraient pas ou ne pourraient pas résider dans une petite ville. Pourquoi? D'abord la question des déplacements. Et on a eu quelques épisodes fameux en 2018 dans notre pays de l'intensité de ces enjeux de déplacement. Si vous n'avez pas de bonne connexion, si vous n'avez pas de transport en commun, si vous êtes tributaire de la voiture, et du coup aussi, c'est l'actualité d'une augmentation du coût de l'énergie, eh bien ce peut être un véritable frein. On le retrouve tout à fait logiquement en premier cité. La faible présence également de services de santé, ça c'est un point qui inquiète ceux qui ne voudraient pas aller là-bas. Et c'est la raison qui explique que les plus jeunes n'ont pas ça en tête et du coup ce n'est pas un frein pour eux. Mais les 60 ans et plus sont notamment extrêmement sensibles à cette dimension et du coup sont un peu plus réticents que les plus jeunes à aller dans ces territoires pour cette question, la faible présence de centres de services de santé. Et puis également, qui arrive en troisième position, mais qu'il ne faudrait pas négliger, malgré tout la question de l'emploi. Un tiers là, de ces personnes nous citent les faibles possibilités en termes d'emploi. Alors justement, sur ces questions d'emploi, il y a quand même quelques perspectives qui sont ouvertes via le télétravail. Elles ne résolvent pas tout, mais elles peuvent aider. Quand on demande là aux personnes interrogées, donc si elles pourraient trouver un emploi dans leur secteur d'activité dans une petite ville, vous retrouvez ces 61% au total de Français, donc c'est relativement important, moi je trouve, qui nous disent oui, je pourrais, dont 21% certainement, ce qui veut dire qu'il y a du potentiel, qu'il y a vraiment un vrai potentiel d'installation dans ces petites villes et que l'emploi n'est pas un facteur irréductiblement bloquant, loin de là. Et puis ce 21%, il monte même à 25%, et c'est ça qu'il faut regarder, chez ceux qui envisagent de s'installer. Ce qui montre donc que là, on n'a pas un frein majeur. Il y a des choses à faire, il y a des choses pour rendre cette possibilité plus aisée, mais en tous les cas, ce n'est pas un frein rédhibitoire comme ça pouvait l'être, je pense, il y a une quinzaine ou il y a une vingtaine d'années. Et enfin, une très large majorité de Français considèrent que le développement du télétravail représente une opportunité pour les petites villes, soit ceux qui font partie de ce programme d'habitants des PVD, là on nous le dit à 77%, et c'est encore plus fort chez les autres, puisque dans l'ensemble de la population, c'est jugé comme étant quelque chose qui joue favorablement à 82%, et encore plus dans les très grandes métropoles. Et du coup, pour finir, cette possibilité de télétravailler, elle pourrait inciter plus de 2 Français sur 5 qui ne vivent pas dans une petite ville à s'y installer. Donc c'est un facteur facilitant, c'est un facteur important qui s'inscrit dans des tendances plus lourdes. Je pense qu'on aurait tort de réduire l'attractivité des petites villes uniquement à l'aune de cette facilitation par le télétravail. On a vu que les atouts, ils sont plus importants et d'une nature différente, mais on a là quelque chose qui, évidemment, va dans le bon sens, si je puis dire. Merci Brice Teinturier. Bon, je pense que ça va nous donner le moral, là, monsieur le ministre. Parce que Brice Teinturier nous dit, quand il faisait autrefois ce genre d'études, il y avait un déclin inexorable qui était annoncé. Alors, est-ce qu'il y a un effet Covid, un effet post-confinement qui, tout d'un coup, crée un emballement? Ou est-ce que vous y voyez une tendance et un retournement de tendance, justement, qui vient de loin et qui est un phénomène durable? Oui, bien écoutez, très honnêtement, moi je suis effectivement très heureux de voir ces résultats, non seulement parce qu'ils sont des résultats positifs pour un endroit où, à titre personnel, j'ai toujours habité, parce que même si je travaillais dans des villes, je rentrais précipitamment le week-end quelque part un peu plus géré dans la nature, mais au-delà, c'est un justificatif pour des politiques publiques qui sont menées, c'est ça qui est intéressant, parce que lorsque l'on voit les besoins qui sont exprimés par les Françaises et les Français habitant dans les PVD ou voulant
y habiter. On voit quoi? On voit des problématiques qui sont des problématiques effectivement de réseau. Or, les réseaux numériques, on a changé de paradigme complètement en faisant en sorte d'abandonner des recettes sur les opérateurs pour mieux irriguer au travers de couverture de zones blanches des zones qui jusqu'à présent devaient attendre très très longtemps, avec un effet d'accélération qui s'est vu d'ailleurs dans la période Covid. Parfois il y a des contradictions aussi, parce que vous voulez habiter parce que dans ces coins, parce que vous voyez un effet waouh en regardant un espace magnifique et un paysage, et en même temps voulez-vous votre maison avec votre jardin, c'est-à-dire un truc qui ressemble un peu au mitage du paysage. Donc c'est là où il faut trouver des équilibres, et je crois qu'une loi comme climat et résilience correspond justement à ce type d'équilibre entre conserver l'effet waouh et en même temps habiter quand même dans des régions comme celle-là sans pour autant habiter le paysage. Ça nous donnera du grain à moudre pour notre débat sur bâtir la ville sur la ville. Oui, non, mais je crois qu'en tout état de cause, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet, je le dirais, de repositionner des politiques publiques sur ces PVD. Et quand vous voyez que les gens n'ont pas peur des problématiques d'emploi, qui sont quand même des réalités, le fait par exemple qu'il y ait Pôle emploi dans toutes les maisons France Service comme partenaire obligatoire, c'est quelque chose d'intéressant. C'est aussi ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au travers des espaces de coworking, on arrive à créer son propre emploi dans ces régions-là, peut-être beaucoup plus que dans les grandes villes, parce que souvent les interlocuteurs étant uniques, on se retrouve avec des réseaux et une convivialité qui est appréciée par les personnes qui ont été sondées par votre institut. Une convivialité très forte, hein, 46% qui placent en tête justement les relations sociales plus faciles. Mais Christophe Bouillon, on voit aussi que la question de la sécurité est en force et que c'est un atout perçu par nos concitoyens. Alors d'abord, small is beautiful. Enfin, moi, quand je découvre ces résultats, je me dis qu'en effet, il y a un bel avenir qui est promis aux petites villes. Je suis à la fois surpris et pas surpris. Pas surpris par la bienveillance qu'ont les Français vis-à-vis des petites villes. Surpris par le regard que portent les jeunes. C'est vrai que c'est contre-intuitif, hein, pour reprendre l'expression de Brice Teinturier. En même temps, je ne suis pas non plus surpris par l'attractivité. D'ailleurs, pour peut-être battre en brèche une idée qu'on a de ces territoires, de nos territoires, il se trouve qu'au fil des ans, la population a monté. Quand on regarde entre 1960 et 2010, c'est plus de 50% d'augmentation de la population. D'ailleurs, qui se traduit aussi par la disparition ou l'artificialisation de plus de 2,5 millions d'hectares. Millions d'hectares. Je ne suis pas surpris non plus par ce besoin, cette exigence, comme le disait ce ministre, de service. Hein. On voit que c'est un élément essentiel qui peut guider le fait de pouvoir poser ces valises sur notre territoire. Il y a des points de vigilance, parce que il y a la question de la mobilité, elle paraît essentielle. Il se trouve que dans des grandes villes, dans des grandes métropoles, on peut se passer de la voiture. C'est mission impossible dans nos territoires, pas simplement pour le mouvement traditionnel domicile-travail, ce qu'on appelle le mouvement pendulaire, mais tout simplement pour profiter de ce territoire, les loisirs, la vie au quotidien. Point de vigilance, mais ça a été dit ce matin, il y avait une question d'un collègue maire sur la désertification médicale. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on s'installe quelque part, on s'inquiète très vite de l'offre de soins, pas simplement de la question des médecins, mais des spécialistes ou même des hôpitaux de proximité. Et puis enfin, il y a la question, elle est bien naturelle, de l'emploi. Bien sûr, il y a sans doute l'effet télétravail qui amènera sans doute à amener de l'activité, même si je souligne par ailleurs que 70% des emplois industriels sont dans les villes de moins de 20 000 habitants, mais il manque les services. On a encore, heureusement, de l'industrie, mais il manque les services. Et là-dessus, faisons attention aussi à ce type d'emploi. Ce n'est pas faux de dire que tous les emplois ne sont pas télétravaillables. Donc, faire attention à ce que, bien évidemment, on touche le plus grand nombre. Moi, j'ai envie de dire, pour résumer ma pensée, pour réagir aussi à cette enquête qui est vraiment pertinente, c'est qu'il faut qu'on passe finalement d'un exode qu'on appelle aujourd'hui, sans doute un peu en exagérant, urbain, à un exode humain. Parce que, c'est ce que je souligne, et ça répond à votre question, c'est ce que je cherche aussi la plupart de ceux qui se projettent et souhaitent venir poser leurs valises dans nos territoires, c'est qu'ils souhaitent aussi une autre façon de vivre la ville, et sans doute avec un élément plus humain, ce qui tourne le dos, sans doute, avec ce qu'on a connu depuis des années, avec ce rêve français de la maison individuelle, et le fait que beaucoup de lotissements aient poussé comme des champignons chez nous, avec sans doute l'idée derrière, souvent, qu'on faisait cela, mais on ne s'inquiétait pas de savoir si on allait avoir des relations avec ses voisins. Demain, sans doute,
la nouvelle façon de vivre nos territoires, c'est celle sans doute d'une relation humaine un peu différente et d'une relation avec la nature aussi qui soit différente. Et enfin, dernière surprise positive que je vois à travers cette enquête, c'est le fait de se dire que c'est en effet dans nos territoires qu'on peut vivre une bonne transition écologique. Éco-responsable quelque part, ça paraît comme une évidence, mais ça ne l'était pas encore il y a quelques années, où souvent, lorsqu'on évoquait les innovations dans la transition écologique, on pensait métropole, on pensait agglomération. Eh bien, il faudra s'habituer aujourd'hui, et c'est bien naturel, de penser petite ville, parce que c'est là aujourd'hui où il y a beaucoup d'agilité et il y a beaucoup de projets qui sortent de terre, qui se font concrètement à l'échelle de la transition écologique. Mais ce qui est très prometteur, c'est le fait que les jeunes, les 18-34 ans, affichent des scores beaucoup plus importants que les autres générations. Oui, je pense que il y a aussi un bouleversement dans les conditions qui ont été les conditions d'études. Si vous voulez reprendre des études supérieures, eh bien tout simplement, vous pouvez les reprendre à partir d'un certain nombre de campus connectés. Je rappelle quand même que les 2 tiers des campus connectés sont désormais dans des villes qui sont des villes irriguant la ruralité. C'est quand même un peu plus facile. Avant, vous ne posiez pas la question. Moi, j'habite dans une région où il fallait 5 heures pour atteindre la première ville universitaire, dont une où je devais passer 2 fois la frontière franco-italienne. Le Piémont alpin, là. Oui, tout à fait, oui. Donc, c'était complexe. Il y a quand même maintenant des facilitations qui sont importantes. Il y a aussi, pour les gens qui sortent des facultés avec un bac+2 minimum, des programmes comme les volontaires territoriaux d'administration qu'on a créés et qui marchent très, très, très bien. Mieux encore que, j'allais dire, les chargés de mission classiques des petites villes de demain, tout simplement parce qu'on est sur du bac+2 et on garde un lien aussi avec l'université, avec les grandes écoles, de façon à pouvoir reprendre des études si on le souhaite. Et puis au-delà, je crois que la vraie question qui est posée, la question effectivement de la santé est primordiale. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le numerus clausus vient d'être enfin augmenté de façon à ce qu'on puisse avoir plus de médecins et qu'il y ait aussi plus de stages d'internes dans des zones rurales avec une facilitation de l'accueil de ces médecins. On va y revenir, hein. On l'a évoqué déjà ce matin, mais je crois que c'est un sujet sur lequel on va faire à nouveau un focus. C'est un sujet qui est important. Mais c'est la mobilité, moi, qui aujourd'hui me préoccupe le plus. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup insisté dans un appel à projet qui était celui de la montagne sur la politique du dernier kilomètre. Parce qu'on est en France, dans un pays où la politique du dernier kilomètre, au contraire des villes d'Europe du Nord ou même des villes d'Italie du Nord, n'est pas très prise en compte, notamment dans la ruralité. Et la conjonction de la loi d'orientation des mobilités pour les collectivités locales qui ont voulu bien se saisir de cette opportunité qui est de créer finalement un schéma à l'échelle de l'intercommunalité la plupart du temps, plus de la création d'un opérateur qui est France Mobilité et qui permet de les aider en ingénierie, fait qu'aujourd'hui, on est en train de bouleverser un petit peu la donne sur ce sujet, de façon à ce que la France rattrape les pays d'Europe du Nord sur cette notion de mobilité du dernier kilomètre, qui jusqu'à présent est un peu catastrophique en France et dans les zones rurales en particulier. Eh bien, on va en discuter et puis vous allez nous dire si vous vous reconnaissez dans cette photo ou pas et ce qui eh bien, peut vous inquiéter ou au contraire vous rassurer. Brice Teinturier. Peut-être juste un petit mot sur la question de la jeunesse, parce que c'est vrai que j'ai dit que c'était contre-intuitif, mais on est toujours surpris à hauteur de son ignorance, hein, c'est ce que ou de son incompétence, c'est ce que je dis régulièrement. Modestie. Donc, quand on est surpris, c'est tout simplement parce qu'on a une représentation de la jeunesse qui est fausse. On imagine spontanément, parfois, que la jeunesse, sur les petites villes, elle se dirait « on va s'y ennuyer ». Et en réalité, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'une grande partie de la jeunesse a des aspirations de qualité de vie aujourd'hui qui, justement, font qu'il peut y avoir une rencontre avec les petites villes. L'idée d'une jeunesse qui voudrait sortir de manière trépidante et qui donc ne retrouverait son bien que dans les grandes métropoles est une idée fausse. Et puis dire la jeunesse, c'est aussi une ânerie, parce qu'en réalité, il y a des jeunesses très plurielles, très différentes. Il n'y a pas grand-chose de commun entre un jeune qui vit dans une grande métropole, qui va être bien formé, etc., et puis un autre qui peut être précarisé. Donc il faut toujours renuancer autour de la jeunesse. Mais le point le plus important, je trouve, en dehors de la question de la santé, qui explique qu'ils n'ont pas ce frein, et c'est un gros point, mais c'est qu'ils ont cette aspiration aussi à une vie où, j'allais dire plus paisible, mais c'est un peu cela, où on est plus en relation et en harmonie avec la nature, avec les autres. Et c'est ça, fondamentalement, le ressort aussi qui fait qu'on a des jeunes
encore plus enclins à aller dans les petites villes que le reste de la population. Quand vous mettez les résultats de cette étude en regard de toutes les études que vous réalisez très régulièrement et des aspirations des Français, c'est des Français là qui sont engagés dans leur société en disant les relations sociales, ils ont envie d'aller vers leurs contemporains, vers leurs concitoyens, ou alors qu'aujourd'hui aussi les maires constatent de l'abstention, constatent du recul Ah mais ça, c'est le grand paradoxe, de toute façon, de la société française. C'est que tout le monde dénonce l'individualisme croissant, mais ceux qui dénoncent l'individualisme croissant sont aussi des individualistes forcenés. Sinon, il n'y aurait pas d'individualisme aussi répandu dans la société française. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, ça traduit une aspiration. Et il y a effectivement une aspiration forte à retrouver davantage de relations avec les autres. L'idée qu'on est dans un monde dur, de plus en plus anonyme, de plus en plus fragmenté, de plus en plus défiant, bon, encore une fois, elle ne tombe pas du ciel. Si c'est une réalité, c'est bien que chaque personne en tant que telle épouse aussi ce type de comportement. Mais malgré tout, cette aspiration à retrouver davantage de relations humaines, le fait qu'il y ait une demande de plus en plus forte, très puissante, de considération, de respect, on en réentend parler beaucoup du Caire, tout ça correspond à une réalité et à cette demande de la société d'avoir des relations qui se construisent autrement que sur des rapports purement utilitaristes ou des rapports de force. Et puis Christophe Bouillon, ça veut dire aussi, on le voyait, l'intérêt pour la vie associative, pour la vie publique. On le sait aussi sur les niveaux d'abstention, ils sont moins forts dans votre strate de communes que dans les métropoles. Oui, c'est vrai qu'il y a une notion de proximité qui va de soi dans les petites villes ou les villes moyennes. Il y a en effet cette vitalité associative, même s'il faut toujours la préserver, il faut faire attention aussi, parce que c'est vrai que quand on vient aussi avec des représentations qui sont parfois trop urbaines et qu'on arrive dans nos territoires, on ne s'engage pas immédiatement dans des associations, on a plutôt une vision consumériste aussi de ce réseau-là. Donc il faut faire attention à ce que, bien évidemment, on ne soit pas finalement des territoires dormants, on vient dormir. Dans les deux sens du terme. Donc il faut aussi quelque part que quand on vient vivre dans nos territoires, parce que justement on y trouve une nouvelle aspérité, une aménité aussi, eh bien on y participe, on en soit acteur quelque part. C'est aussi une des dimensions qui est intéressante, c'est qu'on voit que cette vitalité démocratique que vous indiquez, elle correspond aussi à une exigence de participation pour transformer son territoire. Il y a un engagement par exemple qu'on a pu observer ces dernières années à travers ce qu'on a appelé les territoires à énergie positive. C'est-à-dire des engagements de territoire et quelle que soit la taille, avec des communes plus petites ou des intercos assez petites, eh bien, il y avait une participation des habitants assez forte parce qu'ils avaient le sentiment en participant, c'était pas qu'un sentiment, ils étaient convaincus qu'en participant, ils transformaient aussi, ils aidaient à la transformation de leur territoire. Oui, et on peut penser que ceux qui reviennent aussi, Monsieur le Ministre, qu'on appelle les néo-ruraux, ils ont aussi envie que les choses changent dans leur cadre de vie et ceux qui sont intéressés par la petite ville, c'est pour en être vraiment acteur. Écoutez, d'ailleurs, j'en veux pour preuve que les plus grandes inquiétudes qui étaient celles des personnes s'installant dans les territoires, c'était de savoir si le réseau associatif allait survivre à la crise de la Covid. Moi, c'est ça que je rencontrais, non seulement des gens du coin, mais des néo-ruraux qui arrivaient effectivement pour se poser ces questions-là. Donc, quelle vie après la vie, le bistrot, est-ce qu'il allait pouvoir survivre? C'est pour ça, là aussi, je veux dire, il faut qu'il y ait des politiques publiques pour s'assurer que tout se passe bien, que le bistrot du village ne ferme pas, parce que les petites villes de demain, vous savez, il y en a qui ont 19 500 habitants, mais il y en a aussi qui ont la plus petite à 220 habitants. Donc quelquefois, c'est pas seulement, je dirais, un réseau quasi petite ville urbaine, enfin comme l'association que tu présides, mais c'est aussi des territoires extrêmement ruraux, les petites villes de demain, tout simplement parce qu'il y a une fonction de centralité, et sans cette fonction de centralité, eh bien, la ruralité elle-même est perdue parce qu'il n'y a plus de centralité. Alors, qui souhaite intervenir? Est-ce que vous reconnaissez dans la photo? Là, tout devant, monsieur. Merci. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Ministre. Monsieur le ministre, cher Joël, je me présente, excusez-moi, Olivier Damézin, député du Lot-et-Garonne. Donc moi j'ai été, merci monsieur le ministre, cher Joël, cher Christophe, ex-collègue, donc voilà. Moi j'interviens parce que j'ai été vraiment agréablement surpris par les chiffres, sur certains chiffres. Mais il y a un chiffre qui m'inquiète beaucoup et qui inquiète beaucoup et qui monte beaucoup là maintenant, c'est par rapport aux déserts médicaux.
Et il y a eu une belle empoignade vendredi soir dans l'hémicycle à ce sujet. Et c'est vrai que je suis assez inquiet, moi, personnellement, en ce qui me concerne. Moi, j'ai des habitants de ma circonscription dans le nord de mon département qui vont chez le vétérinaire pour se faire soigner. Donc, c'est pas une blague. C'est pas une blague, hein, c'est la réalité. Quand vous n'avez pas de médecin, ben, vous essayez de trouver une solution pour vous soigner. Donc, moi, je crois qu'on est arrivé au bout du bout. Effectivement, notre majorité, on a pris des décisions qui étaient courageuses et qui auraient dû être prises depuis bien longtemps. Mais je crois que maintenant, il va falloir encore trouver des solutions, peut-être imposer des choses, voir des choses, parce que effectivement, on le voit dans les classements, c'est quand même les familles qui viennent s'installer, mais la crainte, c'est quand même la santé. Et je peux vous dire que ça monte de plus en plus dans toutes les régions de France. On a fait un travail, je crois, on peut se dire remarquable par rapport à la fibre et par rapport aux zones blanches. Hein, ça, c'est une bonne chose. La mobilité, on est en route aussi. Hein. Il y a beaucoup d'associations, d'ailleurs, qui ont des très bonnes idées. Et je sais que le ministre travaille beaucoup là-dessus. Mais moi, je vois quand même que, si je me rappelle bien, c'était numéro 3, le problème de la santé. Quand même. Les déserts médicaux, ça arrive beaucoup. Et je crois que ne l'oublions pas. Donc, voilà, pour 40% de nos concitoyens. Voilà. Et on a parmi nous justement un représentant du ministère de la Santé. Sophie Augros, vous êtes conseillère concernant les soins primaires auprès de la directrice de l'offre de soins au ministère de la Solidarité et de la Santé. Alors bon, malheureusement, ça ne vous surprend pas, les chiffres qu'on a présentés? Et oui, bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Sophie Augros, donc, conseillère auprès de Katia Julienne à la Direction générale de l'offre de soins. Effectivement, j'ai aussi assisté au même débat à l'Assemblée nationale vendredi soir dans le cadre du vote du PLFSS. Ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles que je vais vous annoncer, mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. L'ONDPS a montré que jusqu'en 2024, on allait encore perdre des médecins parce que tout simplement, il y a une augmentation des médecins au départ, lié à un départ en retraite, des professionnels de santé qui arrivent à l'âge de partir en retraite, et une non-entrée suffisante pour compenser le départ de ces nouveaux professionnels qui ont été freinés dans le développement du nombre de professionnels à cause du numerus clausus, qui depuis l'année dernière est terminé, et où on voit l'augmentation qui se fait. Moi, j'aurais juste 2 messages à vous faire passer, en fait, sur le fait que un médecin, pour qu'il s'installe dans une petite ville du demain, c'est un citoyen comme un autre, en fait. Les mêmes aspirations qui ont été posées sur ce sondage-là, ils sont tout aussi légitimes pour le professionnel qu'il vient. Et toutes les études ont montré que c'est avant tout tout ce qui existe sur le territoire. L'attractivité du territoire en lui-même qui est le facteur prédominant à l'installation d'un professionnel de santé, en premier lieu, après l'attractivité avec les autres professionnels de santé présents sur le territoire ou les services et les accès aux spécialistes présents à proximité. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut plus attendre que ce soit un médecin qui vienne, mais une équipe de professionnels de santé. Là aussi, les débats sur le PLFSS ont montré qu'on va vers un partage des compétences médicales avec les autres professionnels de santé. Les orthoptistes, les orthophonistes et les kinés ont été les 3 professions mis en avant pendant ce débat, où ces professions ont monté en compétences médicales, et il est temps de les valoriser dans les compétences qu'elles ont acquises, et que le médecin se recentre sur la prise en charge des patients complexes, des patients lourds, qui nécessitent une vraie expertise d'un médecin. Donc là aussi, c'est en ça que je vous annonçais effectivement pas des bonnes nouvelles, parce que jusqu'en 2024, on va encore perdre en fait des médecins, et que la proposition d'une régulation à l'installation ne fonctionne que quand on a des médecins disponibles à aller installer. Là où, en fait, en France, la difficulté va être partout de trouver un médecin à installer. Mais en attendant ces médecins qui arriveront après 2024 et progressivement, est-ce que vous évoquez aussi d'autres pratiques, la télémédecine par exemple, qu'on a vu assez active pendant la période de confinement et la période de crise, et puis aussi une autre approche, on évoquait ce matin le fait de bien vieillir dans les petites villes, d'autres approches de santé publique aussi, la prévention, tout ce qui peut être fait, comme on l'a évoqué tout à l'heure, sur l'aménagement urbain, la façon de faciliter la vie au quotidien de nos concitoyens et de voir la santé autrement que l'offre de soins et le curatif. Donc, sur votre première question sur l'accessibilité que peut être donnée par la télésanté, je pense que ça va répondre à la problématique de l'accès à des soins spécialisés. Tout un chacun, on souhaite avoir le meilleur médecin, le plus compétent
pour répondre à notre besoin de santé, surtout quand on a une pathologie type un cancer ou une autre pathologie. Et là, la télésanté va permettre d'apporter de la proximité, malheureusement sur des spécialistes qui sont forcément à distance, puisque regroupés dans des pôles d'excellence. Sur votre deuxième question, sur la prévention, mais je pense que les élus ont pleinement leur place. Et par exemple, au sein du ministère de la Santé, on développe les contrats locaux de santé, qui sont l'instance de discussion entre les agences régionales de santé et les élus territoriaux, pour justement développer la prévention, l'accès aux soins et toutes les mesures qui ont un rapport avec la santé de la population. Merci. Brice Teinturier. Je dois malheureusement vous quitter. Voilà. Bon. Merci d'avoir été là et puis de nous avoir présenté d'être un porteur de bonnes nouvelles. Hein. Voilà. On critique les sondeurs, mais quand ils apportent des bonnes nouvelles, généralement, on est heureux. Ils sont bien meilleurs dans ces cas-là. Si je peux me permettre. Alors, la question de la santé, justement, revenons-en. Oui, je crois que c'est important parce que, il y a effectivement un effet ciseau que vous venez de décrire à l'instant. Effet ciseau qui est relativement plus restreint que ce que l'on croyait au départ, mais qui existe tout de même. Et pour ce faire, je crois qu'il faut être très pragmatique. La télémédecine, c'est quelque chose qui avait des contraintes incroyables. Il fallait avoir pendant plusieurs mois un médecin référent et ensuite vous pouviez basculer en télémédecine. Ça a été remboursé exceptionnellement pendant la période de la Covid. Bon, là, tout cela est prolongé et vous n'avez plus besoin vous avez plus ces contraintes d'avoir cette espèce de médecin pendant un certain temps pour pouvoir basculer en télémédecine. C'est déjà un progrès considérable. C'est des projets c'est parfaitement réglementaire. Puis moi, j'insiste beaucoup quand même sur les maisons pluridisciplinaires de santé, puisque vous le disiez tout à l'heure, la médecine n'est plus quelque chose qui se pratique tout seul. Tous les paramédics qui ont été associés dans la période de la Covid, et tout le monde l'a bien vu, ont obtenu des reconnaissances, notamment en termes de soins apportés, qui sont aujourd'hui reconnus au travers d'un certain nombre de décrets et de conventions qui sont toujours en train d'être signées, ce qui va permettre de faire appel à des paramédics de manière beaucoup plus facile sur nos territoires. Puis moi, j'insiste beaucoup sur cet internat de dernière année où le nombre d'heures dévolues à ces stages, et notamment le nombre d'heures, absolument, il s'agit là des généralistes, mais ce nombre d'heures a été augmenté. La prime pour les médecins référents qui accueillent a été augmentée de 50% dans les zones rurales. Bon, avec ça, on arrive quand même à avoir quelque chose qui est une bonne couverture. Et après, c'est le régime du aide-toi, le ciel t'aidera. C'est pas parce qu'on est dans cet édifice, mais il faut que les collectivités aussi prennent leur part, et c'est ce que prône d'ailleurs ton association. On évoquait ce matin avec Jacques. J'en suis entièrement d'accord, mais les initiatives. Je veux dire, il faut quand même qu'il y ait à l'origine le projet d'une maison pluridisciplinaire de santé, qu'on se pose la question du logement des internes qui viennent, parce que sans ça, on n'arrive pas forcément sur des zones à pression touristique importante, notamment à avoir ces internes. Et là, je pense à Joigny, qui a été la première à faire ça dans une petite ville. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui est une ville qui fait des choses extrêmement intéressantes d'ailleurs, y compris un contrat de réciprocité alimentaire avec la ville de Paris. Mais voilà, je veux dire, on est vraiment sur quelque chose qui doit être développé au sein de chaque territoire, et chaque territoire trouve des réponses adaptées, et à nous de trouver des politiques publiques. Alors, si elles sont coercitives, vous savez ce que ça donne quelquefois. Alors, la coercition, moi j'étais pour au départ, je vais être franc. Et puis je me suis aperçu que finalement, ça pouvait être une arme à double tranchant, parce que ça pouvait aussi dégoûter des gens d'aller dans certains types de métiers, parce que c'était pas ce qu'ils voulaient faire comme boulot, parce que ce n'est plus le même boulot. C'est fini le toubib qui arrive avec sa sacoche à 3h du matin par-dessus une congère, en allant soigner papy et mamie. Il faut qu'il y ait des équipes et que des gens puissent prendre des congés et vivre aussi. Les médecins ont le droit de vivre aussi. Christophe Bouillon, sur ce sujet. Alors, d'abord, moi, je suggère pour les prochaines, en souhaitant qu'on refasse, c'est une forme d'observatoire finalement, le regard qu'on porte aux petites villes, qu'on y ajoute une question et qu'on réalise cette enquête auprès des internes aussi. Quel regard portent-ils sur les petites villes? Parce que ça peut être utile pour nous aussi. Et de voir J'évoquais d'ailleurs le débat que vous aviez organisé il y a quelques semaines aux Assises des petites villes sur le sujet. Exactement, parce que c'est un sujet, on voit bien d'ailleurs depuis ce matin, c'est quasiment dans toutes les bouches, en tout cas c'est dans toutes nos têtes, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs pour celles et ceux qui assistent à différentes réunions. On voit bien que la question qui est celle de la présence médicale dans nos territoires est une question aujourd'hui centrale et j'ai envie de dire accentuée quelque part par la crise sanitaire.
Ça, c'est la première idée. Je pense qu'il faut regarder aussi du côté des internes. Je sais que même les internes, les organisations qui fédèrent les internes ont fait ce genre de travaux auprès d'eux-mêmes pour identifier. Et le souvenir que j'ai d'ailleurs, c'était il y a quelques années de cela, il y a 2-3 ans, c'était pas forcément les aides pécuniaires qui comptaient, c'était l'environnement aussi. Vous savez, il y a souvent une idée qu'on peut avoir, c'est que quand il y a un désert, il y a souvent des déserts médicaux, mais quand il y a des déserts médicaux, il y a souvent derrière des déserts. Et donc tout est lié. C'est-à-dire que l'offre et la qualité de l'offre qu'on a, de service aussi, de capacité, lorsqu'un médecin vient, quand on sort des études de médecine, on est en ménage, ça arrive fréquemment. Et donc, quand on vient s'installer quelque part, ou quand on vient s'installer en effet en partageant, en groupement, etc., on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a autour. Donc, tout est lié, et je pense que ça, c'est une dimension... de qualité de vie. Exactement. Alors... Et puis, un appel, je profite de votre présence, et ça a été dit, je crois, ce matin, et puis dans les échanges qu'on a pu avoir ce midi, il serait bien, je crois, que dans le dispositif Petite Ville de demain, les ARS soient présentes, qu'elles s'y associent, qu'elles s'y intéressent. Qu'elles répondent aussi aux sollicitations des élus quand il y a des projets, parce qu'en effet, ces projets peuvent concourir, comme le disait à l'instant Joël, à créer l'environnement favorable, notamment dès les internes, mais pour la suite aussi, à la présence médicale renforcée. Donc les ARS, elles ont leur place aussi, je pense, dans ce dispositif Petite Ville de demain. D'autant qu'elles s'y intéressent et vont s'y intéresser davantage avec le vieillissement et des structures d'accueil des personnes âgées ou de services. Alors Joël Giraud disait si on interroge tel type de population, et puis vous-même, Christophe Bouillon, dit les internes, ils auront une opinion. Sur la question de la sécurité, si on avait interrogé que les maires, est-ce que vous pensez que ça aurait été un atout ou un frein? Parce que là, finalement, les gens sont dit, c'est un atout, la sécurité est bien assurée dans les petites villes, alors que souvent, vos collègues se disent, non, aujourd'hui, la sécurité, c'est un souci, on a l'impression que, et la population a l'impression qu'il y a une sorte de retrait des forces de sécurité sur les territoires ruraux et dans les petites villes. C'est un sujet, d'ailleurs, c'est le sujet souvent de la tranquillité publique. Je pense qu'il y a en effet déjà dans nos territoires, et ça ne date pas d'aujourd'hui, à travers des contrats locaux de sécurité, à travers des CLSPD ou d'autres initiatives, une relation qui existe et qui d'ailleurs souvent avec la gendarmerie dans les territoires, mais pas simplement, mais largement dans la gendarmerie au regard partenaire du programme d'ailleurs, de sa présence, et la gendarmerie elle-même dans son approche et sa façon d'être présent sur le territoire avec cette notion de contact aujourd'hui est quand même assez présente. Donc il y a cette proximité qui amène sans doute à une qualité de réponse par rapport à ça. Après, il ne faut pas le nier, il y a aussi des enjeux aujourd'hui qui arrivent dans nos territoires qui sont tout nouveaux aussi. Des trafics parfois, des niveaux d'insécurité qui n'existaient pas jusqu'alors. Après, je pense que le niveau de réponse et le niveau, j'ai envie de dire, non seulement le niveau, mais la réactivité, elle est plus forte sur un certain nombre de territoires que nous, parce que tout le monde se connaît, les acteurs se connaissent. Les bailleurs sociaux, la porte du maire, c'est une porte ouverte en permanence, et le maire incarne aussi cette dimension-là qu'on ne trouve pas forcément dans des territoires plus importants. En tout cas, c'est un élément très important dans l'attractivité, Monsieur le Ministre. Oui, tout à fait. Enfin, ça a été d'ailleurs un des sujets du dernier comité interministériel aux ruralités. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous avez raison, les maires nous interrogent sur ces problématiques-là. Et j'allais renverser votre question, c'est pour que la tranquillité reste un atout, il faut voir quels sont les moyens complémentaires à mettre en œuvre. Alors, la relation de proximité que décrit Christophe à l'instant existe tout à fait et extrêmement importante. Mais au-delà, il y a plusieurs questions. La première question qui se pose, c'est quel niveau de prévention? C'est la raison pour laquelle, à l'image de ce qui a été fait dans un département qui est l'Oise, on va créer des cellules, si vous voulez, qui sont des cellules de coordination de la sécurité, où on va implanter un certain nombre à la demande des collectivités, bien sûr, on va implanter un certain nombre de vidéosurveillance dans des endroits qui sont des endroits stratégiques pour que lorsqu'il y a des actes de délinquance, ils puissent être rapidement, j'allais dire, repérés, et donc que la réponse, qui est la réponse policière ou la réponse des gendarmes, puisse être plus rapide. C'est un des sujets qui est devenu comme relativement important. Puis il y a un deuxième sujet, moi je suis très clair, hein, c'est le sujet de la violence faite aux femmes, qu'elle soit une violence physique, quelquefois c'est aussi une violence sociale, parce
parce que la réalité, c'est que c'est pas le monde des bisounours non plus, hein, et que la problématique des violences faites aux femmes est plus importante dans le monde rural, parce que sans doute plus cachée, et donc plus difficile à repérer que dans les zones urbaines. C'est la raison pour laquelle on a lancé l'autre jour avec Elisabeth Moreno un appel à manifestation d'intérêt pour les associations qui, dans les zones rurales, vont justement se préoccuper de questions qui sont pour moi essentielles, sachant que l'égalité homme-femme, bizarrement, ne faisait pas partie des priorités de l'agenda rural et que j'ai donc été amené à le réintroduire parce qu'il me semblait que c'était quelque chose de primordial au moment où l'on en parle au niveau national. Oui, c'est un élément essentiel de la qualité de vie, tout simplement, sur ces territoires. Sur l'enquête et les résultats qui vous ont été présentés, y a-t-il des demandes de prise de parole? Voilà, le micro arrive jusqu'à vous. Oui, bonjour. Pascal Plumet, donc maire d'une petite ville de Denain, qui s'appelle Ciré-sur-Vezouze. Avec son territoire, on a la chance effectivement d'avoir chez nous une communauté de communes qui intègre le dispositif, le programme avec nous. Dans quel département? Alors en Meurthe-et-Moselle. Voilà. Et la communauté de communes, c'est Vezouze-en-Piémont, qui effectivement finance pour 25% le chargé de projet. Suite à l'enquête, on a entendu effectivement l'intérêt de l'environnement dans lequel on vit, qui est un point, le premier point effectivement de la qualité de vie des habitants. Et dans le programme, je pense que je n'y ai pas bien vu encore cet axe-là comme un axe prioritaire. Et au même titre qu'on voit effectivement peut-être les services de l'ARS dans ce programme-là, est-ce qu'on peut imaginer les services de l'OFB par exemple, l'Office français de la biodiversité, qui pourrait nous aider également dans nos projets. C'est vrai que par exemple, nous on a une commune avec 600 hectares de forêt. Je pense que c'est un vrai atout pour une commune de pouvoir offrir un environnement tel que celui-ci, voire même peut-être autour de l'éducation à l'environnement, sensibilisation, éducation, environnement. Je ne sais pas s'il y a moyen d'en faire un axe également important. Merci. Donc c'est plus une proposition qu'une question, mais je pense qu'il sera intéressant de la prendre en compte de ce côté. Non? Alors, Monsieur le ministre et Christophe Bouillon, peut-être conclure avec la nécessité de s'ouvrir à d'autres partenariats, comme on le disait à l'instant, ou comme le suggérait Christophe Bouillon. La nécessité aussi on a un forum des partenaires, peut-être qu'il faudra pousser les murs pour d'autres partenaires pour ce programme Petite Ville de demain. Mais à l'heure actuelle, déjà, de la même façon que sur les maisons France Service, il y a un partenariat obligatoire de 9 partenaires pour qu'il y ait un corps de base. Pour Petite Ville de demain, on rajoute des partenaires, je dirais, à la fois nationaux, mais même localement, lorsqu'il y a des opportunités de travailler. Personne ne dit, par exemple, qu'il faut travailler avec les fédérations des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Dans certains départements, ça se fait. Dans certains PVD, ça se fait, parce que c'est le partenaire immédiat qui va pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Donc la question n'est jamais fermée au niveau local. La question est ouverte et chacun bâtit son partenariat aussi en fonction tout simplement des opportunités locales. Mais mobiliser de grands établissements publics comme un partenaire national qui soit intégré, tout ça se fait petit à petit dans le cadre d'un comité de pilotage et de la présidence de la NCT de notre collègue qui est ici présente, que je ne vois plus. C'est à cause... Si, elle est là, elle vous écoute. Là, je ne te voyais plus. Et tout cela peut se discuter dans le cadre de ce partenariat national, de sorte que nous puissions avoir de plus en plus de partenaires. Vous savez, la Fondation du patrimoine n'y était pas à l'origine, elle y est maintenant. Donc petit à petit, les partenariats s'étendent. Petite Ville de demain a vocation à être, je dirais, un lieu de rencontre et de convivialité également pour les partenaires. Mais Christophe Bouillon, des partenaires aussi qui s'engagent peut-être financièrement ou humainement. Oui, d'ailleurs, il y a 1600 projets, il n'y en a pas un qui se ressemble, par définition. Et je veux dire, la chance du dispositif, sa force même, c'est la capacité d'aller chercher l'ingénierie qu'il faut et les financements qui vont avec. C'est le rôle de la SCT, c'est d'aller chercher l'expertise qui correspond à la nature, à la dimension, à la volonté, à la vision que porte chacun des projets. Et c'est aussi une démarche qui se prouve en marchant, c'est-à-dire au fur et à mesure, et c'est l'effet réseau. Le rôle qu'on souhaite jouer au niveau de l'association des petites villes de France, finalement, c'est les 3 A. C'est à la fois d'être agent de liaison
de faire l'aller-retour entre les territoires qui sont dans ce dispositif et puis la NCT et puis les services des ministres et puis en même temps aussi donner l'existence des dispositifs qui sont mis sur la table, c'est d'être aussi, j'ai envie de dire, acteur. On l'est par exemple, ça a été dit ce matin à la fois par Caroline Cayeux et aussi par Jacqueline Gouraud, il y a le club Petite Ville. Et cet effet réseau, je trouve qu'il peut porter ses fruits parce que j'ai vu ce midi... oui, l'effet club jouait à fond. Hein, l'effet club, il jouait à fond. Je sais qu'on parle pas la bouche pleine, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Et ça, je pense que ce soir, quand tout le monde va repartir, on va repartir avec sans doute beaucoup de contacts, beaucoup de relations, sans doute aussi beaucoup d'idées. Donc ça, c'est important. Et puis enfin, le troisième A, c'est celui d'appui. C'est aussi important. La NCT le fait, le CNAM pourra le faire demain en termes de formation, par exemple, des chefs de projet ou même des élus qui sont investis dans ce dispositif. C'est ce qu'on a fait avec la PVF à travers beaucoup de webinaires ou d'autres dispositifs de cette nature là depuis un an, depuis que le dispositif existe. Donc voilà, je crois qu'il faut aussi se dire que ce rendez-vous aujourd'hui, c'est pas un aboutissement, c'est ni un point de départ, c'est une étape parmi d'autres. Et puis je crois que c'est une étape qui peut aussi inspirer avec Caroline, avec l'ensemble de ses équipes. Il y a de l'écoute aussi, et cette écoute, elle sert aussi j'ai envie de dire, à peaufiner, en quelque sorte, le dispositif tel qu'il a été imaginé et conçu. Une étape, un an après. Et justement, on va voir maintenant des politiques qui sont celles du développement économique, de l'attractivité. On l'a dit, si on veut travailler dans ces petites villes, eh bien, il faut qu'il y ait des acteurs économiques pour porter l'emploi. Et puis après, bâtir la ville sur la ville, rendre ces petites villes désirables. On vous retrouve après ces séquences. Merci messieurs, merci monsieur le ministre. Et j'invite à nous rejoindre les intervenants. Voilà, on peut les applaudir.